Ça. Bonjour à tous. Est-ce que Anna, tu peux me confirmer que tu m'entends? Oui, très bien. Du coup, bonjour à ceux qui arrivent. Donc, on laisse toujours 3 minutes à partir de 11 heures pour laisser le temps aux derniers arrivants de se connecter. Je crois qu'on va être pas mal en fait sur ce webinaire. Donc, s'il y en a qui ont déjà fait le webinaire 5 erreurs il y a quelques semaines, attention, enfin, le contenu sera le même que celui d'il y a quelques semaines. On fait simplement une nouvelle session parce qu'on avait eu beaucoup de participants, il y avait pas mal d'inscrits qui n'avaient pas pu être présents. Je vais peut-être activer ma caméra pour une fois. Est-ce que Anna, tu me vois? Oui, je te confirme, tout va Ok, bien. ça cache pas l'écran. Non, ça réduit un petit peu, mais Ok. Voilà, donc un webinaire sur 5 erreurs à éviter. Bon, on essaie de faire ça en toute humilité, hein, parce qu'il y en a plein, des erreurs, je pense, à éviter en cybersécurité. Simplement, on va essayer de montrer quelques erreurs qu'on voit très souvent quand on va nous-mêmes en fait au contact des entreprises. Et on démarre à 11h03 exactement. Je crois qu'il y a un système qui vous permet de communiquer au travers du GoToWebinar, un système que je ne maîtrise pas totalement. Donc, Anna, si tu sais comment ça marche, je veux bien que tu l'expliques. En haut à droite, je crois que vous avez, ouais, voilà, c'est ça en fait. Vous avez oui. un bouton qui vous permet, donc le bouton avec les trois petites barres, qui vous permet de éventuellement de lever la main, de chatter, tout ça. Enfin, en bas à gauche, vous pouvez lever la main. Tous les micros vont être coupés au démarrage. Du coup, vous pouvez chatter en fait pour poser d'éventuelles questions. Voilà, voilà. Il commence à y avoir déjà une grande partie des inscrits. Donc, dans une minute, on laisse encore une minute au dernier et puis on démarre. Et bah allez, il est 11h03, donc on va démarrer. Donc aujourd'hui, je vous remercie à tous d'être présents. C'est un webinaire pour voilà, vous donner en fait quelques pistes sur les erreurs qu'on rencontre systématiquement dans beaucoup d'entreprises. Euh, voilà, des erreurs qui peuvent en fait coûter des points, on va dire, en cybersécurité. Et puis on va commencer tout de suite. Donc, commençons par la première. Hop, je vais juste reprendre ma souris et je vais prendre un pointeur laser. Voilà, on fera mieux comme ça. Donc, bon, la première des erreurs en fait qu'on entend beaucoup ces derniers temps avec la mode de l'EDR, c'est j'ai de l'EDR, donc je suis tranquillisé sur ma cybersécurité. Alors, avant de venir vous dire que c'est pas forcément vrai, je tiens à préciser que l'EDR aujourd'hui, système d'interception de pirates, est absolument indispensable en 2025. Euh, Maintenant, l'EDR ne suffit pas et surtout, il y a cette erreur qui parfois peut être faite. C'est-à-dire que certaines entreprises s'équipent d'un EDR, par exemple, je sais pas, CrowdStrike ou autre, et puis ils se disent que vu qu'ils ont un EDR, ils peuvent se passer d'un EPP. Donc pour rappel, un EPP, c'est un système de protection contre les malwares, donc contre les logiciels malveillants. Et l'EDR, c'est un système qui arrive en dernière ligne et qui vient étudier le comportement de la machine pour savoir si éventuellement il y a un pirate qui est déjà infiltré et qui passe des lignes de commande sur votre machine. Du coup, il faut rappeler un truc, hein, c'est que un EDR, eh ben, ça peut s'endormir. Ça peut être endormi par un pirate. Alors le terme endormi est pas forcément le meilleur des termes, la meilleure terminologie. Un EDR, en fait, on peut faire de l'évasion, l'obfuscation.
C'est-à-dire qu'en fait, un pirate confirmé va être en mesure éventuellement de passer un petit peu au travers des mailles d'un EDR. Et pour ça, pour pouvoir faire ça, il va avoir généralement besoin d'avoir un malware sur le poste. Et c'est là où en fait l'EPP est extrêmement important, puisque en fait l'EPP a vocation finalement à empêcher les EPP d'arriver, enfin à empêcher les malwares d'arriver sur le poste. Juste pour rappel, hein, il y a 450 000 nouveaux malwares qui sont produits chaque jour. C'est-à-dire que rien que pendant le webinaire que là qu'on va suivre, il y en aura 10 000 qui vont être créés juste pendant ce moment-là. Et du coup, bah, il est important de pouvoir intercepter ces malwares qui peuvent éventuellement aider à contourner les EDR. Vous avez quelques exemples hein, d'outils comme QuackBot par exemple, voilà, qui font partie des choses qu'on peut détecter hein, avec un EPP, mais du coup, il faut vraiment la combinaison d'un EPP et d'un EDR. Et au passage, je réponds à une petite question qu'on me pose de temps en temps, c'est est-ce qu'il est pertinent d'avoir un EPP et un EDR de marques différentes? Euh, la question en fait se pose et elle est légitime parce que par exemple sur les data centers, généralement, on va protéger les accès avec deux firewalls de deux marques différentes. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce que déjà ça permet d'avoir un système d'une marque qui va peut-être détecter d'autres choses que ce que n'aurait pas détecté l'autre marque. Et puis surtout, ça permet, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ça permet que si jamais il y a une vulnérabilité sur le premier firewall en frontal, une CVE, bah en fait ça nous laisse le temps de la patcher pendant que l'autre firewall va venir continuer à faire la cybersécurité. Sur un EPP EDR, la recommandation n'est pas la même. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'EDR va communiquer avec l'EPP. Donc s'ils sont de marques différentes, c'est mieux que rien, hein, c'est mieux que ne pas avoir d'EDR. Il vaut mieux avoir un EDR d'une marque différente. Mais si vous pouvez les avoir les deux de la même marque, c'est quand même mieux parce que généralement, il y a une synergie hein, qui va s'opérer. Et attention, un EPP, enfin un EDR n'est pas juste un système qui fait de l'analyse comportementale avec du machine learning. Ça, en fait, c'est ce qu'on doit retrouver dans les couches EPP pour protéger contre des malwares. C'est des technologies de sandboxing qui font de l'analyse comportementale et puis qui font passer un peu d'algorithmie type machine learning pour détecter des malwares. Mais l'EDR intervient vraiment à un autre niveau. Donc, il fait aussi de l'analyse comportementale, mais attention, quand on vous parle d'analyse comportementale, on ne parle pas forcément d'EDR. Et cette terminologie est parfois, d'un point de vue marketing, utilisée à tort pour vous dire qu'on vend un EDR alors qu'en fait, l'industriel vend un EPP. Attention à ça. L'autre sujet, c'est que bah, toujours sur cette même erreur, hein, j'ai un EDR, je suis protégé, je suis tranquille. Alors c'est sûr, on monte le niveau de sécurité, mais un EDR, il ne va pas vous protéger, par exemple, la partie Office 365. Un EDR, il ne va pas vous protéger contre une arnaque au président. Vous recevez un mail pour faire un virement vers je sais pas, un compte exotique. Si la personne en face, évidemment, bah, fait le virement, c'est pas l'EDR qui va intercepter le virement. Et pour 365, c'est pareil. En fait, il faut quand même avoir en tête qu'aujourd'hui, 365, il est au cœur de vos données. Dans beaucoup d'entreprises, il y a 97% d'adoption d'Office 365 dans les entreprises françaises. Office 365, aujourd'hui, il y a SharePoint qui remplace pour beaucoup d'entreprises le serveur de fichiers. Il y a les OneDrive qui contiennent de la donnée, il y a les mails qui contiennent beaucoup de données, il y a Teams, vous échangez aussi de la donnée, il y a Power BI éventuellement si vous l'utilisez. Donc l'EDR va avoir une action pour protéger les postes informatiques, mais si vous avez un identifiant mot de passe qui a fuité sur le dark web, c'est pas l'EDR généralement qui va vous le dire. Alors il y a des modules, hein, par exemple sur WithSecure, il y a un module de protection de Office 365. Mais attention, c'est pas la brique EDR, c'est-à-dire que c'est une licence supplémentaire. Et quand même, pour que vous ayez conscience de ce que peut faire un pirate qui aurait accès à un identifiant mot de passe 365, surtout s'il n'y a pas de double authentification, bah en fait, faites vous-même l'expérience, hein, ouvrez un mail, un nouveau mail, cliquez sur A, et puis vous allez voir ce qu'un pirate va pouvoir voir. C'est-à-dire qu'en fait, il va pouvoir voir tout le carnet d'adresses, avec éventuellement bah, les comptes admin et tout ça, ce qui va lui permettre en fait de faciliter ces éventuelles escalades de droit. Donc, très important d'avoir en tête que effectivement l'EDR absolument indispensable en 2025, mais pas suffisant, enfin pas suffisant à lui-même. Simplement, il faut rajouter des couches de sécurité à différents niveaux pour avoir une sécurité optimale.
je vous ai mis quelques outils aussi que peuvent utiliser un pirate qui compromettrait votre organisation 365. E-Discovery qui permet en fait d'aller trouver des données sensibles dans des masses importantes de données sur Office. Et puis Power Automate qui permet d'automatiser des systèmes sur 365 et sur Windows même, enfin sur l'univers Microsoft, et qui peut permettre à un pirate, une fois infiltré, de faire beaucoup de choses très malveillantes et de manière efficace. Erreur numéro 2, héberger un site web sur son infrastructure. Alors pourquoi est-ce que c'est une erreur? En fait, c'est parce que, enfin, pourquoi est-ce que ça peut être une erreur? Ça dépend, si c'est très bien fait, pourquoi pas. Mais pourquoi de manière générale ça reste une erreur? C'est parce qu'en fait un site web, bah, ça va être public, généralement. Et en fait, un site web, c'est une porte d'entrée énorme. La surface d'exposition d'un site web est assez large en fait. Vous avez des outils comme Burp Suite qui permettent de faire du pen testing, du test de pénétration, qui peuvent être aussi détournés pour l'utilisation par un pirate, et qui permet de faire beaucoup de choses. Vous voyez, en fait, bon, vous avez même des outils gratuits qui permettent d'aller analyser, par exemple, un nom de domaine sur Internet. On voit ici Google Admin Toolbox qui permet d'aller voir l'adresse IP derrière le site web. Donc ça veut dire que déjà, rien que si vous avez un site web sur votre infrastructure, votre pirate, déjà, en fait, il peut savoir que telle entreprise, l'infrastructure d'hébergement, elle est derrière cette adresse IP. Vous pouvez, au travers d'un site web, souvent, vous avez comment dire, le nom en anglais m'échappe, des inputs, des formulaires qui peuvent parfois, par exemple, permettre de déposer des documents. Et même si ces inputs ne permettent pas forcément de déposer des documents nativement de la manière dont ils ont été développés, on peut détourner ces inputs. On peut détourner ces inputs pour faire des injections, soit des injections SQL, c'est ce qu'il y a de plus connu, mais on peut aussi faire en sorte que du code source malveillant soit injecté au travers des requêtes qui passent au travers des inputs, des formulaires, et du coup forger des requêtes de manière à pirater ce site web. Donc il y a plein de choses. Et puis un site web, ça offre pas mal d'informations sur l'infra sous-jacente. Alors je vais essayer peut-être de vous montrer. Alors là, est-ce que tu peux me dire si tu vois mon Google? Quelqu'un, est-ce que... Oui, je suis toujours là et oui, on voit ton Google. Bon. Donc il y a différents systèmes analysés. Regardez, même sur IDLine, hop. Bon, voilà. Là, ici, on voit pas mal d'informations qui arrivent ici. Et du coup, on peut prendre aussi. Alors, ce site, c'est un site que j'ai développé. Il n'y a pas de risque derrière de l'utiliser. Et vous voyez qu'en fait, on pourrait aussi aller regarder, par exemple, si les pages d'admin WordPress sont disponibles, les pages de PHP MyAdmin sont disponibles. Et puis après, vous avez en fait des systèmes comme Shodan, que je suis pas sûr qu'il faudrait préconiser d'utiliser ça, mais si vous rentrez une IP ici, concrètement, vous allez pouvoir analyser tout ce qui en fait va être derrière le nom de domaine, voir éventuellement un site web et tout ça, et du coup voir les versions de PHP, les versions d'Apache, qui sont les systèmes voilà, qui permettent hébergement, et puis du coup détecter, parce que Shodan permet par exemple de détecter toutes les CVE, toutes les vulnérabilités qui sont exploitables sur les systèmes qui sont derrière. Voilà, pour les plus confirmés, évidemment, on a des outils qui sont beaucoup plus efficaces, comme Burp Suite, qui permettent d'aller vraiment beaucoup plus loin sur voilà, le pen testing, on va dire. Mais donc, et là, je vous ai montré, ouais, je crois que c'est une requête que j'avais mise sur Postman, que j'ai plus sur mon poste, donc je ne peux pas vous l'ouvrir, mais qui permet éventuellement de forger des requêtes. Donc, héberger son site web sur sa propre infra, voilà, à faire avec vraiment beaucoup de précautions, à bien segmenter, à bien mettre à part. Sinon, un site web, ça s'héberge éventuellement chez un hébergeur tiers euh, qui est spécialisé sur cette partie-là. Et éventuellement, si c'est un site web vitrine qui n'est pas forcément très critique pour l'entreprise, si on n'est pas sur un site marchand, par exemple, qui a besoin d'un haut niveau de sécurité, éventuellement, vous pouvez mettre ça sur un hébergeur un peu low cost, et puis, puis voilà, ça fait l'affaire, ça évite de l'avoir sur sa propre infra. Erreur numéro 3, commander un pentest trop tôt.
Alors, j'ai beaucoup d'entreprises, en fait, quand on les contacte pour les rencontrer, qui me disent, bah oui, moi ça m'intéresse de vous rencontrer, j'ai besoin d'un pentest. Bon, pourquoi pas. Euh, mais en fait, la question à se poser déjà, c'est pourquoi est-ce que on veut faire un pentest? Est-ce que c'est pour l'adrénaline, pour voilà, voir en gros un ethical hacker qui vient s'amuser en fait à chercher à pénétrer votre système d'information? Est-ce que c'est par curiosité pour comprendre un peu comment il fonctionne? Est-ce que c'est pour prouver quelque chose à sa direction? En fait, les limites du pentest, c'est déjà bon, votre direction, vous allez devoir l'informer hein, si vous faites un pentest. Donc, si vous voulez en gros prendre un pentest juste pour montrer la direction, bah regardez, on peut rentrer pour pouvoir après obtenir des budgets pour bah, derrière sécuriser votre système d'information. Il y a mieux. Euh, la deuxième limite d'un pentest, c'est que généralement les informations qui en ressortent sont assez binaires. C'est est-ce que finalement la société qui fait le pentest a réussi à rentrer, oui ou non? Donc ça ne va pas forcément vous donner des informations sur votre surface d'exposition et par où on peut rentrer, quelles sont les portes et les fenêtres ouvertes sur votre système d'information. Donc un pentest, ça a une utilité, mais on va la voir après. L'alternative au pentest, c'est l'audit ou le scan de vulnérabilité. Et puis, bonne nouvelle pour vous, ça coûte moins cher. Surtout un scan de vulnérabilité, c'est déjà un bon outil pour comprendre un petit peu où est-ce que vous en êtes en termes de niveau de maturité. Un scan de vulnérabilité, ça ressemble à ça. En fait, l'idée, c'est bah, justement d'éviter la situation à gauche, qui est cette image d'ailleurs qui est générée avec Microsoft Copilot, génération d'images par IA. Mais du coup, donc un scan de vulnérabilité, bah, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir des deux côtés du firewall, euh, donc depuis l'extérieur, scanner bah, votre surface d'exposition depuis l'extérieur. Et puis, pour les entreprises qui le veulent, on peut aussi scanner depuis l'intérieur du système d'information, c'est-à-dire de l'autre côté du firewall. Et là, en fait, on va chercher à détecter bah, toutes les vulnérabilités qu'on trouve sur le système d'information, autant sur le réseau que sur les machines. Et puis là, en fait, on utilise des outils qui sont performants et qui permettent d'aller vraiment récupérer des informations intéressantes. Donc, pour les informations, je vais revenir sur ce slide juste après, mais juste pour vous montrer un petit peu les tableaux de bord que ça sort. D'ailleurs, je crois que j'ai une meilleure image ici. Bah, en fait, ça va vous donner un score de maturité, et puis ça va vous donner en fait un certain nombre de choses, une sorte de tableau de bord qui vous permettra de corriger après bah, les problèmes. Et puis, bah, si vous faites des scans de vulnérabilité de manière récurrente, bah, il est normal que votre score, si vous le faites passer dans le vert, bascule doucement, doucement avec le temps dans le orange, puis dans le rouge. Pourquoi? C'est simplement bah, que la piraterie avance, hein. La piraterie fait toujours des progrès, la cybercriminalité continue de faire des progrès, et les outils que vous déployez en cybersécurité, bah, c'est une roadmap, hein, c'est pas un investissement pour... excusez-moi, j'ai un appel Teams que je vais couper. C'est pas un investissement que vous faites une fois et puis voilà, qui derrière en fait vous protège. C'est une roadmap qui est permanente, hein. Donc concrètement, ID-Line en fait sur les scans de vulnérabilité, ce qu'ils font, c'est qu'ils scannent depuis l'extérieur et depuis l'intérieur du système d'information. On vous apporte une réponse de protection précise, c'est-à-dire on vous fait des préconisations là-dessus. Ça vous permet de comprendre les zones de fragilité, éventuellement de sensibiliser la direction sur, bah regardez, en fait là on a des portes ouvertes, vous voyez, en fait on les voit là sur le tableau de bord, et puis après d'organiser sa défense. Et du coup, bah, le pentest, à quoi il sert? Bah, s'il servait à rien, il n'existerait pas. En fait, le pentest, généralement, il va plutôt servir à passer des certifications. Des fois, vous avez par exemple une assurance cyber qui peut vous demander un pentest. Vous pouvez avoir un donneur d'ordre, c'est-à-dire un client. Je sais pas, un client, par exemple, là j'ai un cas sur une entreprise, bah, leur client c'est Airbus. Bah, dans le cadre en fait de leur des fournitures de services et de matériel qui font Airbus, bah, Airbus leur demande un pentest, par exemple trimestriel ou annuel. Alors un pentest, c'est pas donné, hein, ça coûte quand même un peu d'argent, donc pour ça qu'il est préférable généralement de passer par des solutions, on va dire plus optimisées et qui donnent plus d'informations en amont avant de procéder à un pentest. Un pentest, ça sert aussi à tester un système déjà optimisé en termes de cyber, c'est-à-dire que vous avez vraiment mis en place une vraie cybersécurité.
une vraie démarche de cybersécurité profonde. Vous l'avez déjà audité avec soit un ingénieur cybersécurité, soit un commercial qui travaille dans cette branche-là et qui fait ça toute sa journée, hein, donc qui normalement a approfondi la verticale cybersécurité et est là pour vous apporter une certaine valeur ajoutée, une veille et tout ça. Euh, et une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez mis en place des choses, c'est là où en fait on peut éventuellement envisager un pentest. Erreur numéro 4. Alors j'enfonce encore une fois peut-être des portes un peu bizarres, hein. Voilà, penser que la sauvegarde protège. Bon, encore une fois, un peu comme pour l'EDR, je rappelle que la sauvegarde et surtout la sauvegarde externalisée est absolument nécessaire en 2025. Une sauvegarde uniquement sur site, chaque fois qu'il y a une attaque un petit peu sophistiquée, on sait que l'attaque va venir, enfin le pirate, il va évidemment, il est pas trop bête, hein, déjà s'il fait ça, c'est que c'est sur quelqu'un qui est un petit peu malin, un peu technique, bah, il va venir chercher à compromettre évidemment les systèmes de sauvegarde. Donc un NAS en interne comme unique sauvegarde, quand même sur un niveau, on va dire un petit peu léger en termes de sécurité. Mais là, en fait, ce que j'aurais carrément dû marquer, c'est penser que la sauvegarde externalisée protège. Et là, ça doit en faire tiquer un petit peu plus d'un. Parce que quand on externalise une sauvegarde, on s'attend quand même à ce que voilà, on soit un petit peu derrière un mur. Bon, pourquoi est-ce que je dis ça? En fait, je vais juste rappeler le mode opératoire d'un pirate en 2025 et on va se comprendre, je pense, sur pourquoi est-ce que c'est pas tout à fait ça et quelles sont les alternatives. En fait, un pirate en 2025, généralement, un pirate, on va dire confirmé, un senior, il va procéder de la manière suivante. Il va avoir une phase de reconnaissance. Dans cette phase de reconnaissance, il va aller acheter des informations sur le dark web. Donc, des informations, ça peut être quoi? Ça peut être des identifiants mots de passe volés, interceptés, volés. Par exemple, des identifiants mots de passe 365. Ça peut être des identifiants ou une adresse IP, par exemple, d'un serveur qui est mal protégé, c'est-à-dire sur lequel bah, il y a déjà eu des bots qui sont passés, qui ont scanné les ports, euh, par exemple du Nmap furtif, donc un scan de port furtif qui n'aurait pas été bloqué par le firewall, et qui permet du coup bah, de voir que derrière il y a des protocoles, enfin, des ports qui sont ouverts avec des protocoles utilisés soumis à CVE, donc à vulnérabilité. Voilà, il va acheter en fait ce genre d'informations. Éventuellement, il va acheter aussi des CVE non encore déclarés, donc ils sont pas encore des CVE. Et puis, une fois que du coup il a ça, bah en fait lui après il va descendre sa liste d'entreprises à attaquer. Donc en gros, dans la liste d'entreprises à attaquer, ce qu'il va faire derrière, c'est qu'après il va faire un peu de qualification, c'est-à-dire qu'il va faire de l'ingénierie sociale, il va aller sur LinkedIn par exemple, sur Paper, sur Manageo, tout ça, et puis il va analyser qui est le directeur de l'entreprise, le DG, qui est le DAF, le directeur administratif et financier, qui est le DSI, et puis par exemple qui est la RH. Alors la RH, elle est importante. On va y revenir juste après. Et puis derrière, en fait, les pirates en 2025, les pirates un peu confirmés, ils ont accès à des outils qu'ils n'avaient pas il y a quelques années. Aujourd'hui, beaucoup connaissent par exemple les distributions Kali, anciennement Kali Linux, qui est un système d'exploitation, un OS de pénétration. C'est comme Windows, mais avec des fonctionnalités d'attaque qui sont déjà préprogrammées à l'intérieur qui font gagner du temps. Du Nmap, par exemple, dont on a parlé tout à l'heure, Nmap pour scanner donc les réseaux, scanner des ports, et du Nmap furtif éventuellement, du Nmap qui va passer par différents proxys pour pour qu'on puisse pas bannir l'adresse IP qui scanne. Et puis, il va exploiter aussi des modules qui viennent surcoucher, on va dire Kali, comme Metasploit, qui vont permettre bah, de faire des charges d'attaque qui sont indétectables par des antivirus. Quand il va du coup procéder à ça, donc soit il va procéder par le sans action humaine, c'est-à-dire si vous avez par exemple un serveur qui est mal protégé, bah, il n'a même pas besoin en fait finalement d'une action humaine. Soit sinon il va procéder par euh, généralement par mail, hein, c'est plus connu. Et comment il va faire? Bah, en fait ce qu'il va faire c'est il va intégrer une charge virale à l'intérieur d'un CV qu'il va envoyer au RH. Et ouais, parce qu'en fait la RH, bah, elle ouvre des CV d'inconnus finalement. Donc c'est assez facile finalement quand vous êtes un pirate de se dire bah voilà j'ai intégré en fait une saloperie dans on va dire un CV.
Et du coup, la charge qui va intégrer dans le CV, manque de bol, c'est pas un logiciel, c'est une charge virale qu'on appelle un payload, hein. Et le type de payload qu'ils sont capables de construire aujourd'hui, c'est des payloads en fait qui ne sont pas des logiciels, donc qui ne sont pas détectables par des anti-malware, puisque finalement un anti-malware c'est fait justement pour détecter voilà, un logiciel en exécution. Là, on est plutôt sur une instruction qui va être encodée en hexadécimal, qui va être embarqué dans un document actif, c'est-à-dire qu'en fait votre PDF il va s'ouvrir, il va fonctionner, hein. Une image PNG, pareil, elle va s'ouvrir, on peut le trouver sous différentes formes, ça peut être embarqué sous différentes formes. Et une fois en fait que la personne va ouvrir le document actif, ça va appeler une instruction sur la machine qui va permettre au pirate de construire un socket vers le poste, donc un tunnel. Et du coup, il va prendre le contrôle du poste de cette manière-là. Donc, comment il prend le contrôle du poste? Il prend le contrôle du poste en ligne de commande. Alors, pareil, je ne sais pas si, Anna, tu peux me dire si on voit un terminal là sur mon poste? Ou si quelqu'un peut me dire du coup si on voit un terminal sur mon poste, je sais pas. Ok, on voit un terminal. Donc bon, voilà, on peut passer une ligne de commande en fait. Pour l'utilisateur, c'est totalement transparent. C'est-à-dire que lui, en fait, l'utilisateur ne verra pas que voilà, la personne a passé en fait une ligne de commande. Bon, cette ligne de commande, elle n'a rien de méchant, hein. Si on regarde en fait, juste pour montrer ce que c'est. Euh, Puis il faut que je remonte un document. Voilà. Bon, en gros, c'est pas grave, je vais le mettre ici. Mais en fait, qu'est-ce que ça a fait? Ça a simplement créé un document sur mon poste, hein, qui dit en fait, voilà, si un, hop, excusez-moi, bon. Si un shell peut écrire sur vos disques durs, il peut faire plein d'autres choses. Donc, si je reviens simplement sur mon document, hop, c'était 5, voilà. Donc en fait, le pirate, qu'est-ce qu'il fait? Bah du coup, lui, il prend le contrôle d'un poste. C'est transparent, c'est-à-dire que la personne ne le voit pas. Elle voit pas les actions en fait du pirate, mais il peut faire plein de choses. En fait, tous les informaticiens que vous êtes et qu'on est savent que en fait l'interface de Windows est arrivée après la ligne de commande. Donc tout ce qu'on peut faire en interface avec Windows, en fait, on peut le faire en ligne de commande. On peut par exemple exfiltrer de la donnée, on peut transférer de la donnée vers le poste, on peut supprimer des documents, on peut faire plein de trucs, on peut corrompre plein de choses. On peut se déplacer aussi sur le réseau, on peut aller chercher les systèmes de sauvegarde et tout ça. Donc qu'est-ce qu'il va faire derrière? En fait, le pirate, il va se déplacer latéralement, il va élever ses privilèges, enfin, il va chercher à élever ses privilèges, c'est-à-dire à obtenir des droits qui lui permettent par exemple d'accéder à des zones sur lesquelles le commun des collaborateurs n'aurait pas le droit d'accéder, et puis à pouvoir faire des actions, éventuellement même des actions qui pourraient être non vues par un EDR. Par exemple, si un pirate a pu s'infiltrer sur l'AD, se créer un compte admin avec vraiment les droits d'admin, et que en fait il déploie des choses par ce biais-là, si le DR est configuré de sorte à ne pas confiner ce qui vient de l'admin, bah, concrètement, il va peut-être générer des alertes, mais il va pas forcément confiner. C'est important aussi de bien comprendre ça. Et puis, du coup, généralement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va procéder à de l'exfiltration de données. Donc, généralement, en fait, tout ça, pendant tout ce processus-là, il va à la fois exfiltrer des données, mais il va aussi, en fait, mettre des backdoors et effacer ses traces. Donc là, en fait, la dernière vignette, elle devrait être sur tout le parcours ici. Donc les backdoors, c'est quoi, hein? C'est des systèmes qui lui permettent de revenir sur le système d'information. D'ailleurs, il y a enfin, de revenir sur le système d'information une fois que le pirate a été nettoyé. Si vous voulez. Donc en fait, il y a une stat qui montre que je crois que c'est 52% des entreprises qui se font pirater, dans les 6 mois, elles se font réattaquer. Il y a à nouveau des demandes de rançon. Pourquoi? Parce que justement, en fait, il a des backdoors et que généralement, là, le temps durant lequel en fait il procède à toute cette démarche-là, ça dure à peu près 5 mois. Et pendant 5 mois, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vos sauvegardes, hein, qui tournent, qui font des cycles, par exemple sur une semaine, sur un an, enfin sur un mois, un an. Mais en fait, vous embarquez finalement ces backdoors. Il y a un rétex, un retour d'expérience sur l'hôpital de Brest, où je crois que c'était l'ANSSI qui a expliqué sur un podcast là que bah, l'hôpital s'est retrouvé en fait en condition, condition de ransomware, donc enfin, ça marchait plus quoi. Et puis en fait, l'enjeu pour l'ANSSI, c'était même pas de remettre l'hôpital en condition opérationnelle de, de fonctionnement, hein, mais carrément, le problème c'était que pour
que le pirate ne soit plus là, il fallait reconstruire un système d'information hermétique à neuf en parallèle du système d'information existant. Et du coup, ça, c'est assez problématique. Et ça, c'est justement du fait qu'on peut avoir des backdoors un peu partout. Parce que là, en fait, le constat, c'était que le pirate, il était à différents niveaux. Donc maintenant, si on regarde ici, bah voilà, ce qu'on peut faire avec la ligne de commande, ce qu'un pirate peut faire avec la ligne de commande, bah, en fait, il peut exfiltrer par exemple de la donnée. Là, en fait, c'est ce qu'on voit ici, hein, la ligne de commande que j'ai écrit ici, c'est du PowerShell, c'est en fait un start bit transfer, donc on initie un transfert de données. On voit tout à la fin que c'est un transfert en type upload, et puis on vient chercher une source qui est sur mon disque dur et on l'extrait vers un serveur distant. C'est juste pour exemple, mais vous voyez, en fait, à gauche, vous avez tous les protocoles qu'on pourrait utiliser pour, par exemple, remove, hein, que je vous ai souligné ici, qui permettent de supprimer de la donnée. Voilà, donc de cette manière-là, il peut compromettre des données, ou il peut aussi dropper des choses sur le poste. Il pourrait par exemple dropper des photos compromettantes sur le poste, ou des choses qui seraient compromettantes sur le poste, et puis après faire chanter la personne en disant, bah voilà, on va vous dénoncer à la police que vous avez des choses compromettantes sur votre ordinateur et comme ça obtenir des rançons. Donc pourquoi est-ce que je dis qu'en fait la sauvegarde classique externalisée ne protège plus? La vérité, c'est pas exactement ça, c'est qu'en fait, il faut avoir conscience qu'elle n'est pas un rempart absolu. La première chose, c'est parce qu'en fait, bah, le pirate, s'il peut compromettre une sauvegarde à distance par le biais de votre logiciel de sauvegarde, par exemple Vim, si vous pouvez en fait supprimer une sauvegarde à distance chez l'hébergeur, bah éventuellement le pirate, il pourrait le faire aussi. Deuxième point, c'est que bah, on a vu que finalement, aujourd'hui, le pirate, bah, il exfiltre de la donnée. Donc en fait, on n'a plus un risque uniquement sur la compromission des données, c'est-à-dire un ransomware, on a aussi un risque en termes de fuite des données. C'était sur l'hôpital de Corbeil-Essonnes, sud parisien, où il y a une archive de 11 gigas de données patients qui a été exfiltrée. Donc ils ont pris un ransomware, je crois que c'était en octobre 2022, en août 2022, pardon. Et en octobre 2022, bah, le même groupe de pirates les a recontactés et du coup a annoncé avoir une archive de 11 gigas de données patients. Alors je vous laisserai quand même vérifier les faits, autant pour l'hôpital de Brest et l'hôpital de Corbeil-Essonnes dans la presse, hein, parce que ce que je vous donne, c'est uniquement des informations que j'ai au travers de la presse et on n'était pas hein, sur ces cyberattaques. Donc voilà pourquoi. Et du coup, côté ID-Line, nous en fait, on ne fait plus de sauvegarde externalisée classique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne commercialise et on ne met en place que de la sauvegarde externalisée immuable. Donc la différence avec une sauvegarde classique, c'est qu'une sauvegarde immuable, en fait, une fois qu'elle est reçue chez nous, elle est insérée dans un conteneur en fait qui est complètement protégé. C'est un conteneur en fait qui est en lecture seule. Et même nos équipes d'ingénieurs qui travaillent sur nos data centers ne peuvent venir compromettre en fait cette sauvegarde. Ils peuvent ni venir la modifier, ni venir en fait supprimer des documents à l'intérieur. Donc ça permet que même si nous, par exemple, en tant qu'hébergeur, on recevait un ransomware qui arrivait à passer derrière tous nos systèmes de sécurité, notre SIEM, notre SOC, enfin nos ODR, nos antivirus, nos systèmes firewalling et tout ça, bah, en fait, ce container étant lecture seule, il peut pas être touché par un ransomware. On peut pas non plus la supprimer. En fait, la seule manière, en gros, si vous voulez, de la détruire, de la compromettre, ça serait de prendre une hache et d'aller péter les machines. Parce que même les ponts SSH ont été retirés, en fait, vous voyez? Même le SSH a été désactivé, donc l'accès à la machine. Donc ce système-là, c'est un système qui est beaucoup plus robuste qu'une sauvegarde externalisée classique. Ça coûte un peu plus cher parce que ça consomme plus de volumétrie. Par contre, ça a les mêmes avantages qu'une sauvegarde externalisée classique, c'est-à-dire que ça reste granulaire. Vous pouvez récupérer un fichier sans avoir à remonter toute la sauvegarde. Ça reste aussi incrémental. Vous pouvez faire de l'incrémentation et donc ne pas faire des totales à chaque fois, des sauvegardes totales, mais plutôt sauvegarder des différentiels de données. Oula, allô, allô, je crois qu'il y a une coupure. Est-ce que vous m'entendez toujours? Ouais, c'est bon, ok, merci. Euh, et puis le dernier point, bah, c'est que du coup, j'ai eu bah, des fois en fait comment dire, des clients qui m'ont dit, bon du coup, moi j'ai une sauvegarde immuable, je suis totalement à l'abri. Et malheureusement, moi je suis le gars qui annonce toujours des mauvaises nouvelles. Non, désolé, une sauvegarde immuable n'est pas invulnérable. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas invulnérable? C'est que bah, en fait, si vous êtes un pirate et que vous cherchez à attaquer une sauvegarde immuable, bah, vous allez chercher à comprendre comment l'attaquer. Et une sauvegarde immuable, bah, du coup, pour comprendre comment l'attaquer, il faut comprendre comment elle fonctionne. En fait, une sauvegarde immuable, elle va prendre vos documents et puis elle va la mettre à l'intérieur en fait d'un conteneur en lecture seule.
OK? Et puis au bout d'un moment, en fait, on sort de la période d'immuabilité. C'est-à-dire qu'en fait, il faut quand même pouvoir au bout d'un moment supprimer cette sauvegarde et la remplacer par un nouveau jeu de sauvegarde et ainsi de suite. Et comment en fait le système va savoir quand supprimer, enfin comment ouvrir le conteneur en lecture seule? Bah, il va se baser sur une horloge. Donc si vous êtes un bon pirate, confirmé, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez attaquer l'horloge. On appelle une attaque par NTP. Donc ça, pour pallier à ça, déjà je vous invite quand vous recevez un commercial qui vous vend de la sauvegarde immuable à lui poser la question: «Est-ce que ta sauvegarde elle est immuable?» Ça vous allez voir en fait si votre commercial ou votre ingénieur avant-vente, il maîtrise réellement, son voilà son dossier. Donc en fait, pour pallier à ça, côté Idealine, nous ce qu'on a fait en fait, c'est que déjà votre sauvegarde immuable, elle est toujours répliquée sur 2 bâtiments avec 2 serveurs de temps différents et en fait, on a des protections sur les serveurs de temps, donc les horloges, hein, qui en fait empêcheraient, quiconque d'apporter un différentiel de temps dessus, de plus de quelques millisecondes. Et vu qu'en fait les périodes d'immuabilité elles sont de 30 jours, bah, en fait pour avancer l'horloge, de 30 jours et faire sortir on va dire voilà ce qui est à l'intérieur du conteneur d'immuabilité, il faudrait plusieurs mois en fait, pour bouger en fait ce différentiel de temps. Voilà, donc il existe d'autres manières, hein, de sécuriser les serveurs de temps, mais du coup, c'est important de savoir que voilà, une sauvegarde immuable, voilà, c'est pas invulnérable et qu'en fait, il faut quand vous avez un prestataire qui fait bien son travail, un prestataire idéalement qui est certifié ISO 27001 et qui a voilà, des ingénieurs, de qualité comme mes collègues, bah, du coup, qu'il fasse bien le travail jusqu'au bout et de sécuriser la sauvegarde immuable jusqu'au bout. Et puis, bah, dernier point, on va dire, d'erreur que je note beaucoup dans beaucoup d'entreprises, on me dit: «Je suis une TPE, je suis une PME, je suis pas la NASA, donc je risque pas trop d'être attaqué, je suis pas très visible». Bon, bah, désolé de là aussi d'annoncer une mauvaise nouvelle, c'est totalement faux. Déjà les statistiques le montrent et puis en fait, je vais vous expliquer juste après pourquoi c'est faux. Alors déjà, on va voir le constat, hein. Le constat, en fait, on a pu le voir, donc vous voyez qu'en fait les chiffres, ils datent de 2020-2021, c'est tout à fait volontaire, hein. C'est parce qu'en fait, cette période a été une période de tournant, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, là, vous avez 2 graphiques de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité du système d'information. Je suis content d'avoir réussi à le dire. Le Là, en fait, à gauche, on voit la répartition des entités victimes d'attaques par rançongiciel dans le cadre des incidents traités par l'ANSSI 2020. Et on voit en fait qu'il y a la partie rose, c'est vous et moi, c'est les PME. Il y a la partie bleue ici, c'est les collectivités territoriales et locales, et puis la partie violette sont les entreprises stratégiques. Alors, entreprises stratégiques, je pense qu'en fait là, on se parle des Danone, des Total, enfin des entreprises du CAC 40 en gros. Les Airbus et tout ça aussi. Donc en fait, qu'est-ce qu'on voit? C'est que de 2020 à 2021, bah, il y a eu un report, assez clair vers la PME. Et du coup, il y a 52% voilà, en 2021. C'est-à-dire qu'en gros, la PME est devenue la cible numéro un, on va dire, des pirates. Heu, Pourquoi est-ce que, on a ces graphiques, qui ont évolué? Heu, la réponse, en toute transparence, on la connaît pas. Mais par contre, on peut la construire ensemble, on peut essayer de la comprendre ensemble. Première chose, en fait, c'est que, bah, on peut conjecturer simplement que déjà, les entreprises stratégiques, elles ont vu en fait une augmentation très forte de la cybercriminalité pendant le Covid. Et notamment, on l'a vu parce qu'on a eu un x4, notamment par exemple sur les hôpitaux qui ont été touchés par rançongiciel pendant le Covid. Et du coup, ces entreprises stratégiques ont généralement plus de moyens que des PME. Elles ont des équipes DSI qui sont plus, on va dire, fournies que dans une PME, et puis elles peuvent se permettre plus de veille. Donc généralement, ces entreprises ont eu le temps, ou en tout cas se sont rapprochées plus vite d'industriels du marché pour apporter des solutions de protection à leur système d'information, ce qui les rend plus difficilement attaquables. Alors, attention à relativiser quand même, parce qu'une entreprise dite stratégique, une entreprise du CAC 40, a quand même une surface d'exposition qui va être beaucoup plus large, puisqu'il y a beaucoup plus de collaborateurs généralement. Une entreprise comme Danone, dans laquelle j'ai travaillé d'ailleurs pendant un temps, est quand même assez. Enfin, voilà, il y a plusieurs centaines, voire milliers de collaborateurs. Mais du coup, on voit que en fait, il y a eu un renforcement ici. On voit aussi que les collectivités locales et territoriales, en fait, sont moins attaquées. Pourquoi? On peut aussi se conjecturer là le fait que, bah, en fait, c'est du public et que généralement le public ne paye pas les rançons. Alors théoriquement. Et puis surtout, bah, qu'est-ce qu'on peut se dire simplement? C'est que les PME, le tissu de PME français, heu, subit
souffrent d'un retard assez clair de maturité en termes de cybersécurité. Et le deuxième point, c'est que le tissu de PME français, c'est un tissu qui est plutôt aisé, c'est-à-dire que les PME françaises marchent bien. Donc il y a à la fois de l'argent et il y a à la fois en fait une facilité pour le pirate à venir y pénétrer. Donc c'est comme ça, moi, personnellement, que j'interprète ces graphiques, mais encore une fois, ça ne reste que mon interprétation, donc à relativiser là-dessus. Et du coup, pourquoi est-ce que je suis une PME, je ne suis pas la NASA? C'est faux, totalement faux. C'est aussi parce que tout à l'heure, quand on a vu en fait que le pirate allait se sourcer sur le dark web pour aller chercher des bases de données, bah, il faut quand même rappeler que les bases de données en question, il faut les constituer. Et que quelqu'un qui va être dans la cybercriminalité, quand il va chercher à construire des bases de données qu'il va revendre, hein, parce que maintenant tout est segmenté, chacun a sa spécialisation, voilà, je fais des bases de données, ou j'attaque, ou je market des bases de données, bah en fait, la personne qui construit les bases de données, comment elle va faire? Elle va utiliser des robots pour gagner du temps et puis pour brasser un maximum de données qu'ils vont pouvoir revendre sur le dark web. Et en fait, ces robots, bah, comment ils fonctionnent? C'est simplement des robots qui vont crawler le web, donc en fait, qui vont passer d'adresse IP en adresse IP. Concrètement, c'est tout con hein, à construire. Enfin, si vous faites un peu de développement, vous prenez une plage IP et puis vous rajoutez un numéro à la fin, vous incrémentez le numéro de fin et puis vous basculez comme ça et vous crawlez ainsi tout le web. Donc, pourquoi est-ce que ça vous concerne et pourquoi ça nous concerne aussi? Bah, c'est que en fait, c'est totalement aveugle. C'est des systèmes qui sont uniquement techniques, c'est-à-dire qu'ils s'en foutent que vous soyez la NASA ou vous soyez une PME ou que vous gériez du militaire ou quoi. Concrètement, en fait, les robots, ils vont détecter des failles qui vont remonter dans des bases de données, mais ces failles, en fait, pour eux, c'est des failles sur des serveurs, c'est des failles sur des IP, c'est des failles, voilà, de manière générale, technique. Donc voilà pourquoi ça serait une erreur de se dire qu'on est moins visible et donc moins enfin, à risque de cyberattaque quand on est une petite entreprise. Voilà, j'en ai terminé pour cette intervention. J'espère qu'elle vous aura été utile. Vous pouvez du coup poser des questions dans le chat si vous avez des questions. Et puis, voilà, vous allez avoir, je crois, un questionnaire derrière de satisfaction sur mon intervention pour savoir si, voilà, est-ce que ça vaut le coup qu'on continue à faire ce type de webinaire et voir si le format vous a plu, s'il faut le modifier, s'il faut aborder d'autres thèmes et tout ça. Je reste encore 1 minute pour les éventuelles questions.